Plusieurs mois après notre divorce, mon ex-femme m'a envoyé un texto qui disait « Il faut qu'on parle d'urgence ». J'ai répondu, une autre fois, « Je suis en rendez-vous avec ta sœur ». Le lendemain, j'ai découvert quelque chose qui a permis à tout de prendre sens. Mais laissez-moi revenir en arrière, car la véritable histoire a commencé bien avant ce message. Tout a commencé le soir où Manon est partie, alors que j'essayais encore de comprendre comment sauver tout ce que nous avions construit ensemble. Je suis rentré ce soir-là après le pire appel d'investisseur de ma vie. Le genre d'appel où l'on peut entendre la déception au téléphone avant même qu'ils ne disent non. La maison était calme d'une manière qui semblait anormale. Manon était dans notre chambre, pliant méthodiquement des vêtements dans une valise, ne les jetant pas avec colère ni se précipitant dans la panique, mais les pliant comme si elle faisait ses valises pour un voyage d'affaires prévu depuis des semaines. Je suis resté dans l'encadrement de la porte à l'observer pendant peut-être 10 secondes avant qu'elle ne lève les yeux. Et quand elle l'a fait, son visage avait cette expression que j'avais déjà vue lorsqu'elle parlait de licencier quelqu'un de son studio d'art, détaché et ayant déjà pris sa décision. Elle a dit « Je veux divorcer, Thomas ». La façon dont elle l'a dit, si calme et définitive, montrait clairement que ce n'était pas une décision impulsive ou quelque chose dont nous pourrions discuter autour d'un café. Le lendemain matin, je lui ai demandé pourquoi, ce qui s'était passé, ce qui avait changé. Elle a arrêté de plier un pull pour me regarder comme si j'étais vraiment stupide de ne pas comprendre. Elle m'a dit que la start-up échouait, que j'échouais depuis des mois, qu'elle avait épousé un homme avec de l'ambition et du potentiel, pas quelqu'un d'incapable d'obtenir un financement de base pour une entreprise technologique en plein boom. Je lui ai rappelé les prêts étudiants que j'avais remboursés pour elle, 55 000 € qui m'avaient pris 3 ans de salaire de mon emploi précédent, et les 2 années où j'avais soutenu financièrement son studio d'art alors qu'il perdait de l'argent chaque mois. Elle a refusé d'admettre que cela ne fonctionnait pas. Elle m'a alors regardé avec quelque chose proche de la pitié et a dit « J'ai épousé un potentiel, pas un échec ». Cette phrase m'a frappé différemment car elle signifiait qu'elle m'avait évalué comme un investissement tout ce temps, et non aimé comme un mari. Je lui ai demandé s'il y avait quelqu'un d'autre, et elle a dit non. Mais il y a eu une pause avant que le mot ne sorte, juste une demi-seconde trop longue. Et j'ai su à ce moment-là qu'elle mentait, même si je ne pouvais pas le prouver. Avec le recul, j'ai réalisé qu'elle était distante depuis des mois, rentrant tard de son studio, restant vague sur ses projets, vérifiant constamment son téléphone avec cet air coupable sur le visage. Mais j'étais trop enfoui dans mes tentatives pour sauver l'entreprise pour faire le lien. Elle a fini de faire ses bagages, a fermé la valise et est passée devant moi sans me toucher l'épaule, sans dire qu'elle était désolée ni me donner la moindre indication que cela la blessait ne serait-ce qu'un peu. J'ai entendu sa voiture démarrer dans l'allée, le bruit s'est estompé dans la rue, et puis je me suis retrouvé seul dans une maison qui semblait soudain 3 fois plus grande et complètement vide. J'ai passé cette nuit sur le canapé avec une bouteille de bourbon que je gardais pour le moment où nous obtiendrions enfin notre levée de fonds, la buvant seule et rejouant chaque moment de notre relation. Essayant de trouver le point exact où elle avait cessé de me voir comme un partenaire pour commencer à me voir comme un passif. Le truc avec la trahison, c'est qu'elle ne fait pas seulement mal sur le moment. Elle réécrit toute votre histoire. Elle vous fait remettre en question chaque sourire, chaque baiser et chaque fois qu'elle disait croire en moi. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont elle se vantait de mon entreprise lors des soirées. Comment elle me présentait comme fondateur et entrepreneur. Et j'ai réalisé qu'elle n'était pas fière de moi. Elle était fière de ce que je représentais pour ses amis. Le lendemain matin, je me suis traîné au bureau car même si mon mariage était fini, j'avais encore une entreprise à sauver. Je suis entré pour trouver Damien, mon cofondateur et soi-disant meilleur ami depuis l'université, assis à la table de conférence avec son ordinateur portable fermé et ses mains jointes comme s'il était sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle à des funérailles. Il m'a dit qu'il quittait l'entreprise, qu'il avait déjà accepté un poste chez un concurrent, que ce n'était pas personnel, mais qu'il avait besoin de stabilité et ne pouvait pas continuer à travailler sur quelque chose qui n'existerait peut-être plus dans 6 mois. Je lui ai demandé depuis combien de temps il prévoyait cela, et il a admis qu'il passait des entretiens depuis plus d'1 mois. Ce qui signifiait qu'il cherchait une porte de sortie pendant que je suppliais les investisseurs de nous donner plus de temps et que je brûlais mes économies pour payer les salaires. Il a appelé ça une décision d'affaires, a dit qu'il espérait que je comprendrais. J'avais envie de le frapper, mais au lieu de cela, j'ai juste hoché la tête et lui ai dit de prendre ses affaires et de partir. En 2 heures, il était parti. Et j'étais assis dans un bureau qui avait autrefois 4 bureaux et n'en avait plus qu'un, fixant du code. Je ne comprenais pas tout à fait car Damien était le gars technique et j'étais le gars commercial.
Et sans lui, je n'étais même plus sûr de ce que j'étais. J'ai appelé mon avocat, un type nommé Clément, que j'avais utilisé pour la constitution de l'entreprise, et je lui ai dit que j'avais besoin d'aide pour le divorce. Il m'a recommandé quelqu'un nommé Hélène Klein, qui soi-disant se spécialisait dans les séparations à gros enjeux et travaillait aux résultats pour les cas auxquels elle croyait. Hélène s'est avérée être exactement ce dont j'avais besoin, froide, stratégique et complètement désintéressée de mes sentiments, ce qui était parfait car je n'avais pas l'énergie d'être dorloté. Elle m'a dit que Manon demandait la moitié de l'entreprise, la moitié des économies, la maison et l'une des voitures, essentiellement tout sauf mon ordinateur portable et les dettes. J'ai dit à Hélène que je renoncerais à tout sauf à l'entreprise, que je devais garder l'entreprise, même si elle échouait, parce que c'était la seule chose qu'il me restait qui prouvait que je n'étais pas complètement inutile. Hélène a réussi à faire en sorte que cela arrive. Elle a négocié un accord où Manon obtenait la maison, la voiture et la plupart des économies, et je gardais l'entreprise et environ 14 000 € de dettes de carte de crédit. Le divorce a été finalisé 6 semaines plus tard, ce qui est apparemment rapide selon les standards français quand les deux parties sont d'accord sur les termes. J'ai signé les papiers dans le bureau d'Hélène tandis que Manon les signait à distance parce qu'elle ne pouvait même pas prendre la peine de se présenter en personne. Après cela, j'étais techniquement sans abri parce que j'avais abandonné la maison et ne pouvais me permettre de loyer nulle part décemment. J'ai donc vécu dans ma voiture pendant environ une semaine avant de commencer à tourner sur les canapés d'amis, ne restant jamais plus de 3 nuits au même endroit parce que je ne voulais pas devenir un fardeau. L'entreprise survivait à peine. Il me restait peut-être 2 clients qui payaient juste assez pour couvrir les coûts des serveurs, et je travaillais 16 heures par jour pour essayer de construire quelque chose de durable à partir des décombres. Le travail technique était la partie la plus difficile parce que je devais apprendre tout ce que Damien gérait auparavant. Je passais mes nuits à regarder des tutoriels de codage et à lire de la documentation jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. J'externalisais les choses vraiment complexes à des freelances sur des plateformes comme Upwork quand je le devais absolument, ce qui entamait le peu de profit que je faisais. J'ai arrêté d'aller aux événements de réseautage parce que je ne supportais pas les questions sur la façon dont allaient les affaires ou où était Manon. Et je ne supportais absolument pas la pitié dans les yeux des gens quand ils devinaient les deux réponses. Une nuit, je dormais dans ma voiture devant un café avec Wi-Fi gratuit, essayant de finir une proposition qui devait être rendue le lendemain matin, quand j'ai reçu un texto de Nina, la jeune sœur de Manon, que j'avais toujours bien aimée mais que je connaissais à peine. Elle a écrit, et j'ai entendu ce qui s'est passé et j'ai un canapé si tu en as besoin. Sans condition. J'ai failli ne pas répondre parce que je m'imaginais que Manon l'avait envoyé pour me surveiller ou lui faire un rapport, mais j'étais épuisé, désespéré et l'offre semblait sincère. J'ai répondu en demandant si elle était sûre et elle m'a envoyé son adresse avec un message qui disait « Viens ». Je fais des pâtes, ce qui était une chose si normalement humaine à dire que j'ai failli pleurer sur le parking de ce café. J'ai conduit jusqu'à son appartement ce soir-là avec tout ce que je possédais dans 2 sacs de sport et une sacoche d'ordinateur. Et quand elle a ouvert la porte, elle ne m'a pas serré dans ses bras ni demandé comment je me sentais ni fait aucun de ces travaux émotionnels que je redoutais. Elle s'est juste écartée et a dit « Le canapé est à toi. La salle de bain est au fond du couloir et le dîner est dans 20 minutes », ce qui était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Vivre avec Nina semblait bizarre au début. Pas parce qu'elle rendait les choses gênantes, mais parce que j'attendais que le couperet tombe. Qu'elle me demande un loyer que je ne pouvais pas payer ou me dise que je devais partir ou, pire que tout, qu'elle rapporte à Manon à quel point j'étais devenu pathétique. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Et après environ une semaine, j'ai réalisé qu'elle voulait sincèrement aider sans aucun agenda caché. Son appartement était petit, peut-être 75 mètres carrés au total, avec une chambre, une salle de bain et un salon qui servait aussi de chambre une fois qu'elle avait débarrassé le canapé et sorti quelques couvertures de rechange. L'endroit sentait toujours la cannelle parce qu'elle brûlait ses bougies bon marché d'un magasin à petit prix. Et il y avait des fournitures artistiques partout. Des peintures à moitié finies appuyées contre les murs, des carnets de croquis empilés sur la table basse, des crayons de couleur éparpillés sur chaque surface. Elle était professeure d'art dans un lycée local, ce qui signifiait qu'elle partait tôt le matin et revenait vers 16 heures. Nous avons développé ce rythme où je travaillais depuis sa table de cuisine pendant la journée et elle cuisinait le dîner quand elle rentrait. Rien de sophistiqué, juste des pâtes ou des sautés ou tout ce qu'elle pouvait faire pour moins de 10 €. Nous ne parlions pas beaucoup ces premières semaines, non pas parce que les choses étaient tendues, mais parce que nous étions tous les deux des personnes naturellement calmes. Et j'appréciais qu'elle ne me pousse jamais à m'ouvrir ou à analyser mes sentiments ou à faire tout ce jargon thérapeutique qui semblait obséder tout le monde.
Un soir, elle est rentrée avec des courses et j'ai proposé de payer la moitié. Elle m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose de ridicule et m'a dit, ce n'est pas de la charité. C'est la vie. Ce que je n'ai pas pleinement compris avant plus tard. Quand j'ai réalisé qu'elle voulait dire que c'était simplement la façon dont les gens étaient censés se traiter les uns les autres, sans tenir les comptes ni attendre quelque chose en retour. L'entreprise a commencé à se redresser lentement, douloureusement lentement, d'une manière qui ressemblait à regarder une plante pousser sans pouvoir voir de progrès au jour le jour. Mais ensuite, vous regardez en arrière un mois plus tard et réalisez que quelque chose a changé. J'ai décroché un nouveau client grâce à un email à froid envoyé à 2 heures du matin quand je n'arrivais pas à dormir. Une entreprise de taille moyenne qui avait besoin d'aide pour rationaliser sa gestion de données. J'ai géré la stratégie et les relations clients tout en externalisant le codage lourd à un freelance que j'avais trouvé et qui était réellement abordable. Ils ont payé d'avance, ce qui signifiait que je pouvais réellement acheter des courses, contribuer au ménage et payer mon freelance à temps. Puis j'ai décroché un autre client grâce à une recommandation du premier, et puis un autre. Et soudain, je ne faisais plus que survivre. Je construisais quelque chose de réel. Nina rentrait à la maison et me trouvait encore à la table de la cuisine, l'ordinateur portable ouvert, la tasse de café vide, et elle s'asseyait simplement en face de moi et dessinait pendant que je travaillais, sans rien dire. Étant juste présente d'une manière qui rendait l'appartement moins vide. Nous avons commencé à regarder des films ensemble le week-end, des films d'action stupides et de vieilles comédies. Et j'ai réalisé que je riais à nouveau pour la première fois depuis des mois. Pas un rire forcé pour être poli, mais un vrai rire qui venait de quelque part d'authentique. Elle me racontait des histoires sur ses élèves, sur le gamin qui ne dessinait que des dinosaures et la fille qui était incroyablement talentueuse mais n'y croyait pas. Et je lui parlais des défis techniques auxquels je faisais face avec l'entreprise. Et d'une certaine manière, ces conversations banales semblaient plus intimes que n'importe quelle discussion philosophique profonde que j'ai jamais eue avec Manon. Environ 3 mois après avoir emménagé là-bas, j'ai remarqué que les choses avaient changé entre nous d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Elle touchait mon épaule quand elle passait devant la table de la cuisine, juste un contact bref qui durait peut-être 2 secondes, et je me surprenais à attendre avec impatience le bruit de sa clé dans la serrure à la fin de la journée. Nous avons commencé à cuisiner ensemble au lieu qu'elle cuisine pendant que je travaillais. Et il y avait quelque chose dans le fait de se tenir l'un à côté de l'autre à couper des légumes et à débattre si l'ail devait être émincé ou pressé qui ressemblait plus à un foyer que tout ce que j'avais vécu dans mon mariage. Un samedi soir, nous étions assis sur son minuscule balcon, à peine assez grand pour 2 chaises, buvant du vin bon marché et regardant les lumières de la ville, et elle m'a demandé ce que je voulais faire quand l'entreprise serait stable, vraiment stable, pas juste en survie. Je lui ai dit que je voulais embaucher une équipe à nouveau, construire quelque chose qui comptait, peut-être travailler sur des projets qui aident réellement les gens au lieu de simplement rendre les entreprises riches encore plus riches. Elle a hoché la tête et a dit qu'elle voulait ouvrir un centre d'art communautaire un jour, un endroit où les enfants pourraient venir après l'école et simplement créer sans se soucier des notes ou des candidatures universitaires ou de toute cette pression. Nous sommes restés assis là à parler de ces rêves impossibles comme s'ils étaient réellement possibles. Et à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais cessé de penser à Manon. Que des jours entiers passaient sans qu'elle ne traverse mon esprit une seule fois. Le baiser a eu lieu un jeudi soir, dont je me souviens seulement parce que Nina venait d'être payée et avait fait une folie pour du vrai bon vin au lieu des bouteilles à 6 € que nous achetions habituellement. Nous étions sur le canapé à regarder un documentaire sur les artistes de rue. Elle a fait un commentaire sur la façon dont les gens sous-estiment toujours les professeurs d'art, supposant que ce sont des artistes ratés qui se sont contentés d'un salaire. Et je lui ai dit que c'était faux. Que l'enseignement était sa propre forme de création. Elle m'a regardé alors avec cette expression que je ne pouvais pas lire, quelque chose entre la surprise et la gratitude. Et avant que je puisse trop y réfléchir, je me suis penché et je l'ai embrassée. Elle m'a rendu mon baiser immédiatement, sans hésitation. Et quand nous nous sommes finalement séparés, elle a souri et a dit, « Je me demandais quand tu allais finir par comprendre. » Ce qui m'a fait rire parce qu'apparemment, j'avais été le dernier à réaliser ce qui se passait entre nous. Nous avons parlé pendant des heures cette nuit-là de ce que cela signifiait, si c'était trop tôt, si Manon allait perdre la tête, si nous faisions une énorme erreur. Et Nina a finalement coupé court à toute mon anxiété en disant « Je t'aime, et je suis presque sûr que tu m'aimes, alors est-ce qu'on peut juste commencer par là et comprendre le reste plus tard ?» Je lui ai dit que je l'aimais probablement depuis des semaines sans me l'avouer. Elle m'a embrassé à nouveau et a dit qu'elle attendait d'entendre ça.
Nous avons gardé notre relation secrète au début, non pas parce que nous avions honte, mais parce que je n'étais pas prêt pour la confrontation inévitable avec Manon, et Nina n'était pas prête à faire face aux questions et aux jugements qui viendraient en le disant à sa famille. Mais nous étions heureux d'une manière qui semblait solide et réelle, pas performative ou dépendante d'une validation externe, juste deux personnes qui appréciaient sincèrement d'être ensemble. L'entreprise a franchi une étape majeure environ un mois plus tard lorsque j'ai signé un contrat avec un client qui rapporterait un montant à 6 chiffres au cours de l'année suivante. Assez d'argent pour que je puisse enfin déménager et avoir mon propre chez moi. Mais quand je l'ai mentionné à Nina, elle a eu l'air presque blessée. J'ai réalisé que je ne voulais pas déménager, que ce petit appartement avec ses bougies à la cannelle, ses fournitures artistiques et ses repas partagés était devenu plus un foyer que la maison que j'avais abandonnée lors du divorce. Nous avons décidé que je resterais et que nous partagerions officiellement le loyer, pour en faire un véritable partenariat au lieu que je squatte son canapé indéfiniment. Les choses étaient enfin stables, enfin bonnes, allant enfin dans une direction qui semblait juste. Et puis un matin, je me suis réveillé avec un texto de Manon qui disait simplement « Il faut qu'on parle d'urgence ». Je l'ai fixé pendant une bonne minute, sentant mon estomac se nouer. Et puis j'ai regardé Nina dormir à côté de moi et je me suis souvenu que Manon ne dictait plus ma vie. J'ai répondu, une autre fois, « Je suis en rendez-vous avec ta sœur », j'ai éteint mon téléphone et Nina s'est réveillée quelques minutes plus tard et a demandé pourquoi je souriais. Je lui ai montré le message et j'ai regardé ses yeux s'écarquiller avant qu'elle ne commence à rire si fort qu'elle ne pouvait plus respirer. Le lendemain matin, Manon s'est présentée à l'appartement de Nina à l'improviste, et j'ai réalisé qu'elle avait dû obtenir l'adresse d'une manière ou d'une autre, probablement par des amis communs ou en suivant l'un de nous. Je ne savais pas et je m'en fichais un peu. Je faisais du café dans la cuisine quand j'ai entendu frapper. 3 coups secs qui semblaient d'une certaine manière colériques, et Nina a ouvert la porte avant que je puisse l'arrêter. Manon est entrée et s'est figée quand elle m'a vu debout là, en pantalon de survêtement et portant l'un des sweats à capuche surdimensionnée de Nina. Et l'expression sur son visage était quelque chose entre le choc, la rage et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Elle n'a pas crié ni pleuré ni fait de scène. Elle est juste restée là à nous fixer tous les deux comme si nous étions des étrangers. Et finalement, elle a dit qu'elle avait besoin de me parler seule. Nina m'a serré la main et est allée dans la chambre, fermant la porte derrière elle, et je me suis assis sur le canapé en attendant la bombe que Manon était sur le point de lâcher. Elle s'est assise en face de moi sur la même chaise où j'avais embrassé Nina pour la première fois, et elle semblait plus petite d'une certaine manière, comme si la confiance et le raffinement qu'elle avait toujours porté avaient été arrachés. Elle m'a dit qu'elle avait fait une erreur, que me quitter était la pire décision de sa vie, qu'elle voyait Damien depuis 4 mois avant le divorce, et qu'il l'avait convaincue que j'étais un poids mort qui la retenait. J'ai senti ma poitrine se serrer en entendant son nom. Pas parce que j'étais surpris, mais parce que le fait d'avoir la confirmation rendait la trahison réelle d'une manière qu'elle ne l'avait pas été auparavant. Elle a dit que Damien lui avait promis qu'ils commenceraient une vie ensemble une fois que je serais hors du tableau, qu'il gagnait un salaire à 6 chiffres dans son nouveau travail et pouvait lui donner la stabilité qu'elle voulait. Mais tout s'est effondré 3 mois après la finalisation de notre divorce. Apparemment, il volait des clients à mon entreprise tout le temps qu'il y travaillait, prenant notre code propriétaire et le proposant à des concurrents, construisant toute sa nouvelle position sur la propriété intellectuelle qu'il avait aidé à créer mais qu'il ne possédait pas. Manon l'a découvert parce qu'il est devenu négligent, a laissé des emails ouverts sur son ordinateur portable, et quand elle l'a confronté à ce sujet, il a tout admis et lui a dit que c'était juste les affaires, rien de personnel. Elle a dit qu'elle se sentait malade en réalisant qu'elle avait détruit notre mariage pour quelqu'un qui s'est avéré être pire que tout ce dont elle m'avait accusé d'être. Et maintenant Damien l'avait larguée parce qu'elle posait trop de questions sur son éthique. Et il n'avait pas besoin de ce passif. Je suis resté assis là à écouter tout cela et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de colère, ni de satisfaction, ni de vindicte. Juste une sorte d'épuisement vide qui venait du fait de s'être soucié de quelqu'un qui ne s'était jamais vraiment soucié de vous. Elle a demandé s'il y avait une chance que nous puissions réessayer, recommencer, reconstruire ce que nous avions perdu. Et j'ai failli rire parce que l'audace de cette question après tout ce qu'elle venait d'admettre était véritablement stupéfiante. Je lui ai dit non, pas parce que j'essayais de la punir, mais parce que j'étais passé à autre chose d'une manière définitive et complète, et elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Elle a demandé si c'était à cause de Nina, et j'ai dit oui, en partie, mais aussi parce que j'avais réalisé pendant le divorce que notre mariage était brisé bien avant qu'elle ne parte, que nous avions joué le bonheur au lieu de le vivre réellement. Manon a commencé à pleurer à ce moment-là, de vraies larmes, pas des larmes manipulatrices,
et elle a dit qu'elle m'aimait toujours et qu'elle ne savait pas comment vivre avec ce qu'elle avait fait. Je me suis senti mal pour elle à ce moment-là. Sincèrement mal, parce que je comprenais ce que c'était que de tout perdre et de devoir reconstruire à partir de rien. Mais je savais aussi que sa douleur n'était plus ma responsabilité. Je lui ai dit qu'elle devait partir, que Nina et moi étions heureux, et que je n'allais pas la laisser me faire culpabiliser pour que j'abandonne quelque chose de réel pour quelque chose qui avait toujours été conditionnel. Elle s'est levée lentement, a essuyé ses yeux et s'est dirigée vers la porte. Et avant de partir, elle s'est retournée et a dit qu'elle espérait que je savais ce que je faisais avec sa sœur. Je lui ai dit que oui, que Nina m'avait aimé pendant la pire période de ma vie alors que Manon l'avait fui, et que cela faisait toute la différence. Elle est partie sans rien dire d'autre. Et j'ai entendu sa voiture démarrer dehors et j'ai su que c'était probablement la dernière fois que je la verrais. La situation avec Damien est devenue compliquée rapidement parce qu'une fois que j'ai su ce qu'il avait fait, je ne pouvais pas simplement laisser passer. J'ai appelé Hélène Klein et lui ai dit tout ce que Manon m'avait raconté, et elle s'est illuminée de cette manière froide et calculatrice qu'ont les avocats quand ils sentent le sang dans l'eau. Elle m'a demandé si j'avais des preuves et j'ai dit non. Mais je savais où chercher. Et au cours des 2 semaines suivantes, j'ai sorti chaque fichier, chaque email, chaque élément de documentation de l'historique du serveur de notre entreprise. Hélène a fait venir un expert en informatique légale qui a confirmé que Damien avait copié l'intégralité de notre base de code 3 jours avant de démissionner. Et nous avions des eurodatages montrant qu'il avait accédé au fichier à 2 heures du matin quand il pensait que personne ne le remarquerait. Nous avons intenté un procès pour vol de propriété intellectuelle et rupture de contrat. La nouvelle entreprise de Damien a conclu un accord à l'amiable en moins d'1 mois parce qu'il ne voulait pas de la publicité d'un procès. Surtout une fois qu'Hélène a clairement indiqué que nous avions des preuves irréfutables et qu'elle était prête à rendre cela aussi public et embarrassant que possible. Le règlement était substantiel, assez pour payer toutes mes dettes et réellement embaucher une petite équipe. Et une partie de l'accord incluait le licenciement de Damien et son interdiction de travailler dans l'industrie technologique pendant 5 ans. Hélène m'a dit plus tard que sa réputation était détruite, que le mot s'était répandu dans l'industrie sur ce qu'il avait fait, et qu'il ne travaillerait probablement plus jamais à ce niveau. J'aurais dû me sentir victorieux, mais je me sentais surtout fatigué, comme si j'avais dépensé tellement d'énergie pour des gens qui ne le méritaient pas. L'entreprise s'est stabilisée après cela, pas du jour au lendemain, mais progressivement de la manière dont le vrai succès arrive généralement quand on n'y prête pas attention. J'ai embauché 2 développeurs et un chef de projet. J'ai emménagé dans un véritable espace de bureau au lieu de travailler depuis la table de cuisine de Nina et j'ai commencé à accepter des projets qui m'intéressaient vraiment au lieu de simplement prendre tout ce qui payait les factures. Nina et moi avons emménagé dans un appartement plus grand ensemble environ 6 mois après la visite de Manon, un T3 avec un balcon qui pouvait réellement accueillir des meubles et une 2e pièce que Nina a convertie en studio. Nous nous sommes fiancés à l'anniversaire du jour où j'avais emménagé dans son premier appartement, et je l'ai demandé en mariage avec une bague pour laquelle j'avais économisé pendant plus de 3 mois. Rien de sophistiqué, mais quelque chose qui semblait juste. Nina a finalement parlé de nous à ses parents quelques semaines avant les fiançailles. Et bien que ce fût gênant au début, ils ont changé d'avis une fois qu'ils ont vu à quel point nous étions sérieux et à quel point Nina était heureuse. Le mariage était petit, juste des amis proches, les parents de Nina et ses élèves qui étaient venus pour célébrer. Et nous n'avons pas invité Manon parce que certains ponts valent mieux rester brûlés. J'ai pensé à elle parfois, me demandant si elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Mais ces pensées venaient de moins en moins fréquemment jusqu'à ce qu'elles ne viennent presque plus du tout. Nina m'a demandé une fois si je regrettais quelque chose. Et je lui ai dit que la seule chose que je regrettais était de ne pas l'avoir rencontrée en premier, de ne pas avoir eu ces années avec elle au lieu de Manon, mais elle a dit que tout s'était passé comme cela devait se passer parce qu'autrement nous n'aurions pas apprécié ce que nous avions trouvé. Elle avait probablement raison à ce sujet. Et debout là, à notre petite réception de mariage, à la regarder rire avec ses élèves qui étaient venus célébrer, j'ai réalisé que j'avais obtenu quelque chose que Manon n'avait jamais compris. Que le véritable amour n'était question ni de potentiel ni de statut ni de ce que quelqu'un pouvait faire pour vous. Il s'agissait d'être présent quand les choses étaient difficiles et de rester quand il serait plus facile de partir. Que pensez-vous de cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle.